Bonjour et bienvenue à tous en direct de l'Escorial avec Carlos. Bonjour Carlos. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors Comment ça va tout le monde? c'est un nouveau format, un format complètement différent de Skype. Donc on ne sait pas trop si on va regarder la caméra, on ne sait pas trop si on va se regarder. On fera ce qui nous semble bon. On va le faire naturel en On tout va le cas. faire naturellement. Déjà je remercie Carlos parce que Carlos ne parle pas français tous les jours. Donc il fait déjà un effort pour pouvoir parler français. Donc je serai là pour traduire s'il y a des mots qui ne sortent pas. J'espère que j'aurai pas trop besoin de toi, mais en tout cas, ça va faire un bon exercice. Il faut un peu déverrouiller mon français qui reste un peu dans les profondeurs de mon inconscient. Allez, on va déverrouiller tout ça. Carlos, on commence. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que moi, je te connais, beaucoup de gens te connaissent, mais il y a quelques étudiants ou quelques confrères peut-être qui ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Carlos Gevers, je viens d'une famille de longue tradition de chiro. Et actuellement, je suis le président de l'association espagnole de chiropratique. Ici en Espagne, c'est la seule association qui représente la profession. Et bon, je suis chiropraticien ou chiropracteur, je ne sais plus comment on dit ça en France parce que je sais que le mot a changé, ça a évolué. Et je sens que c'est vraiment ma profession, mais c'est ma vie surtout. C'est ma vie depuis très longtemps parce que bon, on a grandi avec la chiro chez nous. Et mon père était chiro. Ton grand-père était chiro? En fait, c'est une histoire plutôt intéressante parce que mon père, avant d'épouser ma mère, il a trouvé un amour chez une fille de chiro. Ses deux parents étaient chiro à Anvers, Goncharouk, il s'appelait, et elle s'appelle Nathalie Goncharouk. Alors les deux étaient chiro à Anvers, en Belgique. Mon père est aussi anversois et était belge. Et lui, en fait, il faisait quelque chose de totalement différent. Il était à plein dans l'économie. Il avait fait ses études en économie. Et il n'avait pas trop l'intention de changer jusqu'au moment où il a trouvé Nathalie. Il a tombé amoureux d'elle, de sa famille et de la chiro. Et du coup, ils sont mariés et ils ont décidé tous les deux de partir à Davenport à faire leurs études à Iowa. Alors mon père, il a gradué de Palmer en 73-74, début 74 je crois. Et il est venu en Espagne après comme une aventure pour essayer, pour voir ce que l'Espagne lui donnait. Comme un nouvel explorateur en fait. Totalement. Et il y avait en Espagne en ce moment, il y avait un cabinet de chiro qui était... Bon, c'était le cabinet de Riegel, c'est encore Riegel, c'est un chiro en Italie encore, un Américain, mais qui a commencé à travailler ici en Espagne. Et en fait, il embauchait pas mal de chiro, mais mon père, il a décidé de créer son propre cabinet à Madrid. Jusqu'à ce moment, comme je te disais, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le cabinet de Riegel, il y avait deux Catalans qui sont venus, qui sont repartis, qui sont revenus. Mais vraiment, la chiro n'était même pas née en Espagne. Et quand il te raconte ça, justement, ses premières années dans un pays où la chiro était totalement inconnue, et où il était le premier, qu'est-ce que ça lui a fait justement de petit à petit? Quels étaient les avantages et les inconvénients? Il faut dire aussi que mon père, il était venu en Espagne pour ses vacances, comme beaucoup de Belges à l'époque, et de Français aussi d'ailleurs. Et toujours, tout à fait. Et je pense qu'il pensait trouver un pays totalement différent de ce qu'il a retrouvé. Et du coup, il est encore tombé amoureux de l'Espagne, du mode de vie à Madrid. Il a aussi rencontré ma mère, il s'était divorcé à l'époque déjà. Et du coup, une nouvelle aventure a commencé, et ça a commencé pour nous trois. Nous sommes trois enfants de mon père. Et j'ai deux sœurs de mon père et ma mère. Et tous les trois, nous sommes chiro. Et toi, pensais que tu as fait ça fait-il que tu voulais te dire, je vais faire la même chose que papa? En fait, c'était pas facile parce que, comme beaucoup d'adolescents, quand tu dois décider qu'est-ce que tu vas faire comme études, qu'est-ce que tu veux faire comme métier. Moi, je voulais faire quelque chose de totalement différent à ce que mon père faisait, juste comme une espèce de revendication adolescente. Dans le genre, je vais vraiment pas faire la même chose, j'ai besoin de mon identité. Et c'était à cette période-là où ma grande sœur Evelyne, elle a décidé de commencer ses études aux États-Unis. Et moi, je me disais, non, je ne vais pas suivre cette voie. Il n'y a pas question, je ne vais pas aller aux États-Unis, ça ne m'intéresse pas la chiro. Et du coup, je voulais faire des mathématiques, c'est-à-dire quelque chose de totalement différent. J'étais vraiment bien dans le cerveau gauche, dans l'abstract, la pensée.
Mais ma sœur, quand elle est partie faire ses études à Life West, elle est revenue tellement transformée. J'ai trouvé en elle une inspiration, vraiment une lumière, quelque chose que je voulais trouver en moi-même. Ouais. Et je me suis dit, bon, il faudra quand même donner une opportunité à la chiro. Et c'était juste en fait l'année, j'ai fini mon bac, j'ai fait mes études au lycée français de Madrid. Et j'ai dû faire mon bac, pareil, comme si j'étais un étudiant français. Mais par contre, je voulais continuer mes études à Madrid. Et je voulais rentrer dans la fac de mathématiques. Mais vraiment, je voulais faire ça, comme je te disais, juste pour faire quelque chose de très différent. Et quand j'ai vu ma sœur qui est rentrée cet été-là, et elle était tellement heureuse, tellement comme si elle avait vraiment trouvé sa voie, que ça m'a fait un clic. Et je me suis dit, bon, il faut que j'essaye. J'ai demandé à mon père. À ce moment-là, c'était pas facile parce que mes parents se divorçaient à ce moment-là et ma relation avec lui était très difficile. Mais un jour, je me suis dit à moi, il faut vraiment qu'on en parle, il faut que je donne une opportunité. Nous sommes sortis pour manger et ça faisait longtemps qu'on ne se voyait pas, 3-4 mois peut-être. Hein. Et du coup, je lui ai dit, écoute papa, il faut que je te parle. Et j'ai vraiment vu ce qu'Evelyne elle a trouvé. Et je pense que ça peut être une voie qui peut vraiment m'intéresser. Est-ce que tu pourrais m'aider pour faire mes études? Et j'étais pas sûr de quelle serait sa réponse, mais il a été absolument très encourageant, très positif. Maintenant, je peux le comprendre parce que je sais comment il vivait la chiro et ce que ça représentait pour lui. Et j'ai compris que c'était tellement important pour lui que nous, ses enfants, nous suivions son travail, nous suivions sa voie. Que maintenant je peux voir pourquoi notre relation a complètement changé. Qu'est-ce que tu as trouvé justement dans tes études en chiro ou dans la chiro comment tu as trouvé cette lumière, la même lumière que ta sœur ensuite? En fait, il faut dire que je me sens en fait très reconnaissant à mon père pour m'avoir permis de faire ses études, mais aussi je me sens très fier d'avoir fait mes études à Life West. C'est un endroit où je ne sais pas si la plupart des gens qui vont nous écouter connaissent Life West, mais c'est un endroit qui est très spécial, où il y a vraiment une énergie. Dans les couloirs, la chiro, ça se respire. Ça parle chiro, ça pense chiro, ça mange chiro, et vraiment ça devient on dit très souvent, non, la chiro c'est un mode de vie. Mais j'ai compris aussi beaucoup de choses que mon père voulait qu'on apprenne quand nous étions petits, parce que j'ai vu que la chiro vraiment ça t'enseigne une façon non seulement de voir la santé, mais aussi et surtout une façon de voir la vie. Et j'ai appris ça vraiment une fois que j'étais prêt, j'étais suffisamment mûr pour pouvoir le comprendre. J'ai appris ça à Life West. C'est vrai que c'est un endroit où tu es vraiment exposé à beaucoup de chiro différents, de pensées différentes dans la chiro. Beaucoup de séminaires, et derrière, il y a une philosophie qui reste très présente constamment. Donc la chiro, c'est pas seulement pour traiter les douleurs musculo-squelettiques, c'est beaucoup plus grand que ça. Ben écoute, c'est une question qui pour moi est très facile. C'est vrai que la plupart des gens qui viennent nous voir, la plupart, pour ne pas dire tout le monde, ils ne sont pas conscients de cette grande différence, mais je pense que la clé ou la raison pour laquelle la chiro est vivante et a tellement de vie en ce moment, c'est en train de grandir dans notre continent européen, en Amérique latine, même en Asie, ça commence à vraiment exister et s'installer dans beaucoup de pays. C'est parce que nous avons une philosophie qui nous permet de voir la santé et la vie d'une façon très différente, non seulement à la façon dont la médecine allopathique la voit, mais je pense que c'est aussi une façon différente, un paradigme différent par rapport à ce qui est en ce moment imprégné dans la société. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui cherche ça. Alors les patients, ils ne savent pas au début, c'est clair. Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes musculo-squelettiques, parce qu'ils ont des plaintes, des douleurs, des lombalgies, mais ils découvrent une autre façon, comme je te disais, non seulement de voir la santé et la maladie, mais ça devient aussi une façon différente de voir la vie. Donc c'est à nous vraiment de les amener petit à petit vers une meilleure compréhension de leur corps. C'est clair, c'est notre travail. C'est pas un travail facile. Je pense que en Espagne, ça se fait beaucoup. Je ne suis pas sûr si ça se fait en France, par exemple, de faire des conférences informatives pour les patients. Peut-être moins qu'en Espagne. Ça, je pense que c'est un outil
hyper important, surtout parce que nous ne sommes pas des médecins, dans le sens, tout le monde connaît la médecine ou pense connaître la médecine. Si tu as eu la chance de ne pas avoir à aller beaucoup au médecin, de toute façon, tu as vécu la médecine. Tu l'as entendu, tu l'as écouté. Tu as entendu parler, tu as des gens qui ont dû aller aux hôpitaux, tu le vois dans les médias, à la télé, dans les différentes, dans les films, etc. Par contre, dans la culture, la chiro n'est pas présente et il faut vraiment que ça soit de notre part, que les patients et la société en général reçoivent l'information par rapport à qu'est-ce qu'est la chiro et qu'est-ce qui n'est pas la chiro. Donc c'est presque une responsabilité pour les Je pense que c'est vraiment une responsabilité. Des conférences. Ouais. On peut le faire, il y a différents formats, c'est clair, mais... Chacun avec son style. Hein, chacun avec son style. Je vois un problème quand tu as un volume de patients qui n'est pas nécessairement high volume, mais tu as une dizaine, une quinzaine de patients par jour, même. C'est beaucoup plus difficile de devoir expliquer à tous les patients, tous les jours, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait. Par contre, tu peux faire une conférence, les gens, ils apprécient, ils comprennent, ils ont un moment pour poser des questions. C'est vraiment un outil que je trouve indispensable. Et en Espagne, où vraiment l'éducation au niveau de la santé est nulle, et l'éducation au niveau chiro est moins que nulle et négative, c'est vraiment un devoir, je trouve. Et ici, parce que là, on est dans la clinique de l'Escorial, de l'Université chiropratique de l'Escorial, est-ce que vous donnez des conférences ici? Moi, je profite aussi pour dire, quand tu me demandes qui je suis, et on se connaît plutôt par rapport à l'association, alors j'expliquais je suis actuellement le président, et je travaille aussi à l'université, ce qu'on appelle en ce moment le Madrid College of Chiropractic, comme vous savez. C'est super classe. Redis-le pour moi. Madrid College of Chiropractic, avec cette influence anglo-saxonne qui est toujours présente dans la chiro, et c'est un peu notre étendard, ouais, bien sûr. Tu vois. Je travaille ici, j'étais directeur de clinique jusqu'à il y a quelques mois. J'ai décidé de passer un peu plus de temps dans des fonctions académiques, mais au niveau de clinique, depuis que je suis directeur, nous demandons aux étudiants de faire 3 conférences par an, chaque étudiant doit faire, ce qui devient chaque semaine, on a une ou au minimum une conférence toutes les 2 semaines pour les patients. Ça devient aussi un outil varié ou juste sur la chiro. En fait, ils peuvent choisir. S'ils veulent faire une présentation basique sur les concepts plus basiques sur la chiro, les définitions, les principes. Et la plupart, ils choisissent ça parce que vraiment, ils se rendent compte que c'est la clé et qu'ils doivent vraiment s'entraîner parce que c'est pas quelque chose qui vient tout de suite, quoi. Mais surtout s'ils ont la capacité, on en a eu des conférences au niveau de nutrition, correction posturelle, parfois ils en ont fait, c'est assez drôle, à l'école de langue ici à l'Escorial, ils décident de faire une conférence en anglais, en italien, et comme ça sert un double objectif pour l'école des langues, et en même temps pour nous à expliquer ce que c'est la chiro et ce qu'on fait ici à l'université. Génial. Alors, je pense que c'est un outil qu'on devrait encore utiliser mieux, nous, mais qu'on commence et surtout, on veut que les étudiants comprennent que c'est important de savoir communiquer ce qu'on fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le principe de base qui nous aide à exister, les chiros. Sinon... Si on n'arrive pas à communiquer, c'est-à-dire... Quel autre moyen de communication on a face à des laboratoires pharmaceutiques qui dépensent des millions et des millions? Exactement. Exactement. Petit à petit, personne par personne, expliquer ce qu'on fait. C'est impossible d'avoir la même présence dans les médias, c'est impossible d'avoir la même présence au niveau de la culture. Actuellement. On va espérer que pour le futur, ça change. Et c'est vrai que nos outils sont les universités et les cabinets. Et les cabinets sont vraiment un endroit où, vous le savez, les chiro, les patients viennent, ils sont satisfaits. La plupart de nos patients sont très satisfaits avec nous. Ils veulent connaître plus de la chiro, ils veulent savoir plus. Et c'est, encore une fois, c'est à nous d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer notre modèle. Voilà, sortez de votre zone de confort parce que vous ne travaillez pas seulement pour vous, pour votre cabinet, mais vous travaillez aussi pour toute la profession lorsque vous donnez une conférence. Exactement. Et donc, ici à l'école, vous parlez un petit peu d'intelligence innée, d'intelligence universelle, de subluxation, est-ce que ce sont des mots que vous abordez? C'est vrai que tu me poses une question que je sais dans certains moyens peut être, comment est-ce qu'on dit, controvertida, mal comprise, mal vue. Et moi, en même temps, j'ai aucun problème pour parler de tout ça. Je pense qu'il y a une base philosophique à la chiro qui est essentielle,
qui est bon. On a un tripode ici devant nous, c'est un des 3 pieds. Parce que le pied de la caméra est sur un pied. Et je pense que c'est vraiment ce qui donne l'existence à l'Akiros, ce qui nous donne l'identité. Et voilà, une fois qu'on a une identité, on peut exister. Si on n'a pas d'identité, on n'est pas différent d'autres professions. Et d'ailleurs, en Espagne, où la chiro n'est pas légiférée encore, où il n'y a aucune protection pour le chiropracteur, ni pour le patient, je pense que c'est tout à fait essentiel d'avoir des définitions de base qui sont propres, qui sont identitaires et qui sont différentes de ce qui existe. Alors, une fois qu'on parle d'intelligence innée, intelligence universelle, je pense qu'il faut le mettre, dans un contexte historique, et 2 aussi, dans un contexte philosophique, parce que c'est des concepts, c'est des termes philosophiques. Tout à fait. Parfois, j'entends parler, ou je trouve parfois des extraits sur Internet, où il y a des gens qui critiquent la chiro parce que, oh écoute, il parle de quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, c'est l'intelligence innée, etc. Je dis, écoute, c'est comme quand Hippocrate, il parlait de la médecine, et il parlait de différentes énergies, de différentes humeurs dans le corps, qu'on ne pouvait pas mesurer. Et voilà, c'est une base philosophique qui ne doit pas être rencontrée avec la théorie scientifique. C'est-à-dire, la théorie scientifique n'a pas pour objectif de démontrer l'intelligence innée. L'intelligence innée, c'est cette base philosophique. On peut faire des analogies avec la science, on peut dire, c'est quelque chose qui ressemble à l'homéostase, par exemple. Le corps a une intelligence, on appelle ça l'homéostasie, qui est réglée par le système nerveux, par les hormones, mais en tout cas, c'est le système nerveux qui contrôle tout ça. Et le bon fonctionnement du système nerveux va être à l'essence du bon fonctionnement de l'homéostasie. Et l'homéostasie, ce n'est pas un concept chiropractique. L'homéostasie, c'est la base de la santé du corps humain. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire on peut donner une explication qui crée le parallélisme au niveau scientifique. Mais d'un côté, la philosophie est là, et d'un autre côté, la science est là aussi. Même, comme vous savez, il y a 3 bases à la chiro, il y a aussi l'art, on n'a pas besoin de rentrer là tout de suite. Mais je pense qu'une rencontre entre les deux, une rencontre plutôt une confrontation n'est pas nécessaire et en fait crée des problèmes innécessaires et qui nous mènent nulle part. Il faut dire aussi que la médecine, tant ou attendu les dernières années ou les derniers lustres même, à éliminer tous les concepts qui ne soient pas scientifiques. De mon point de vue, c'est une erreur. Et puis surtout, c'est un manque d'humilité, parce qu'on est conscient de seulement 4% de l'énergie qui est visible et seulement 4% de tout ce qu'il y a dans le monde, quoi. On peut donner, je pense que plusieurs explications ou plusieurs arguments pour aller dans cette direction. Ce qu'on connaît en ce moment de la science, on sait que d'ici 5 ou 10 ans, va être exactement. Et que aussi en même temps, on sait que la plupart des processus qui tiennent place ou qui se font en médecine n'ont pas de base selon le modèle de evidence-based. Ce qui ne veut pas dire qu'on a besoin de faire davantage de recherches, de faire davantage d'études. Pas du tout. Mais en même temps, il faut être, comme tu as dit, il faut être suffisamment humble pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et que la philosophie est importante pour toute profession. Et si on travaille avec des humains et on travaille avec la santé, je pense que davantage. Il faut se rendre compte aussi que la philosophie a plusieurs branches, on dit ça, et que les différentes branches de la philosophie ont une influence, qu'on le veuille ou pas, sur notre façon de travailler. Il y a l'éthique, par exemple. Il y a une éthique dans la médecine. Il y a une éthique dans l'investigation, dans la recherche, qui est évidente, par exemple, du point de vue que toute étude doit passer par un comité d'éthique. On ne peut pas faire n'importe quelle expérimentation. Ce qui va réduire aussi ce qu'on peut rechercher. Par exemple, ce n'est pas facile de rechercher la chirurgie. Et évidemment, il y a beaucoup de processus chirurgiques qui n'ont pas la même évidence que d'autres processus pharmacologiques. Et on se trouve dans une situation très similaire pour la chiro. On sait qu'il y a des limites à la science et on sait qu'il y a des limites pour documenter et pour créer une évidence solide en tout ce qui a à voir avec les techniques manuelles. Pourquoi ? Parce qu'on utilise les mains, parce que appliquer un placebo n'est pas évident, parce qu'une fois qu'on travaille avec les mains, il y a déjà une interaction
corps, personne, même champ. Bien sûr. et que la science a des limites qui sont là. Ne pas le voir, c'est comme tu as dit, c'est un manque d'humilité. Et en même temps, je pense que c'est une erreur qui nous mène nulle part de bon. Alors, on parle ici d'intelligence innée. Comme l'inverse, de partir dans la philosophie, d'en faire une religion, Exactement. d'en faire un concept purement scientifique. Hein. Exactement. C'est d'avoir justement cette force des trois. Et alors, tu parlais aussi, parce que je pense qu'il y a une clé à la chiro. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on travaille? Et jusqu'à présent, on a défini la subluxation. C'est vrai que la définition n'est pas idéale. J'adore pas la définition de subluxation, même le complexe de subluxation vertébrale n'est pas idéal. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé la reconnaît dans sa classification internationale de maladies. Je pense pas que la subluxation soit une maladie, mais bon. Mais c'est-à-dire, l'OMS la reconnaît. C'est la meilleure définition qu'on a. Je trouve pas une raison pour abandonner ce terme encore. C'est-à-dire, si on trouve un autre terme qui définit beaucoup mieux ce qu'on fait et où est-ce qu'on doit appliquer un ajustement, je serais plus que ravi de changer. Moi, je suis pas attaché au mot subluxation. Je pense que en général, dans toutes les professions et en particulier dans les professions de la santé, on a parlé de différents concepts au fur et à mesure que la profession a évolué, différents concepts d'où on centrait notre activité, où se centrait l'activité de la profession. Et si avant on centrait dans la subluxation, que cette subluxation devient quelque chose qui définit beaucoup mieux ce qu'on fait, je serais très content de changer. Par contre, on n'a rien trouvé de mieux. Je me résiste, je ne veux pas appeler la subluxation dérangement vertébral. Dérangement vertébral mécanique, bof, qu'est-ce que ça veut dire? Ou comme j'ai entendu aussi en anglais, the chiropractic lesion, comme les ostéopathes ils appellent the osteopathic lesion, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou the manipulable lesion, la lésion manipulable. C'est comme dire, bon, je dois aller au chirurgien, pourquoi? Je sais pas, j'ai une lésion qui est potentiellement chirurgicable, je sais pas comment dire en français. C'est pas des termes qui permettent à notre profession d'avoir plus de visibilité, d'apporter une meilleure compréhension, etc. Exact. On peut regarder le mot subluxation qui à l'heure actuelle nous permet de nous définir mieux et vis-à-vis des autres. Exactement. Moi, je le garderai juste pour cette raison-là. En même temps, il y a un concept historique qui pour moi est important, mais en même temps, comme je te disais, je suis totalement ouvert à trouver un autre terme. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait vraiment un débat sérieux entre les chiros plus scientifiques, entre les plus philosophiques, pour définir où est-ce qu'on veut aller avec tout ça. Parce que en même temps, ce n'est pas possible que le terme qui doit définir ce qu'on fait nous crée une division tellement grande. Et que cette division aussi ne soit pas que interne, mais elle a le potentiel d'aller à l'extérieur et que les gens commencent à dire ils sont même pas d'accord sur ce qu'ils font, ils sont même pas d'accord sur ce qu'ils travaillent. C'est pas possible. Et je pense qu'il faut vraiment un débat sérieux, un débat adulte et que la profession arrive à un moment où... La différence entre ajustement et manipulation? Pour moi ça c'est très clair. Et je pense que ça peut se définir au niveau scientifique même si on veut. C'est-à-dire une manipulation, par exemple un massage, c'est un genre de manipulation. Il y a beaucoup de genres de manipulation. Si tu veux, on pourrait dire, ok, un ajustement, ça pourrait être un genre de manipulation dans le sens où c'est une manipulation parce qu'on utilise les mains, d'accord? Le boulanger, il manipule aussi la pâte, c'est-à-dire... L'agriculteur, il manipule les légumes. Exactement, on utilise les mains, d'accord avec ça. On utilise les mains pour faire un ajustement. Si tu veux, ou si la personne voudrait utiliser le mot manipulation, je dirais bon, c'est un genre de manipulation qui est très spécifique. On utilise une force très réduite, mais bien directionnée, avec un levier court. Et après, on peut rentrer dans différentes définitions selon les techniques aussi. Mais en général, ça va être une force appliquée à la colonne vertébrale, surtout spécifique. Est-ce que c'est important? Je trouve que c'est essentiel. Même si parfois tu essaies d'être spécifique, mais la spécificité n'est pas toujours facile. Surtout quand on commence, il faut de l'expérience, etc. Mais l'intention est essentielle. C'est-à-dire, une fois que tu fais une manipulation, ton intention c'est de bouger, de créer un mouvement, pas nécessairement d'ajuster ou de positionner ou de créer un stimulus pour le système nerveux. Quand tu fais un ajustement, au moins de mon point de vue, tu devrais avoir une intention très claire par rapport à la direction, l'endroit où tu veux faire l'ajustement et aussi l'effet que tu veux créer par rapport au système nerveux. Ça c'est clair. Pour moi c'est très clair. Il y a une intention derrière
qui va déterminer ce qu'on veut faire. Quand tu poses tes mains sur le patient, tu te prépares déjà mentalement, tu visualises déjà mentalement où tu vas amener ta vertèbre entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, dans le sens, je pense qu'on peut le voir de différentes façons. Moi, par exemple, j'ai toujours en tête le système nerveux. C'est-à-dire, j'ai l'intention de créer un effet positif par rapport au système nerveux. Parfois, moi, j'ai pas la spécialisation en neurologie fonctionnelle, mais j'ai fait une vingtaine de séminaires et je peux dire que c'est la façon de travailler qui se ressemble le plus à ce que je fais dans mon jour à jour. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai un patient et que j'ai mes mains sur les patients, j'essaye de voir la moelle, le cervelet, cerveau gauche, cerveau droit, ou plutôt droit et gauche. Mais essayer de voir qu'est-ce que je veux améliorer ou qu'est-ce que je veux stimuler dans ce patient pour créer un meilleur équilibre dans son système nerveux. Tu as déjà un objectif clair quand tu prends ton patient. C'est quelque chose que vous enseignez ça aux étudiants à l'école? On ne peut pas aller dans une profondeur très importante, mais par contre les bases de la neurologie fonctionnelle, c'est-à-dire le travail du chiro, c'est d'améliorer, la fonction mécanique de la colonne, mais deux, pour créer un système nerveux qui travaille au maximum potentiel. Et après, le système nerveux, c'est ce qui nous donne la santé générale, etc. Et dans ce sens, on essaye d'enseigner ce concept et aussi de donner des outils aux étudiants pour savoir au moins mesurer comment fonctionne le système nerveux. On est très centré sur le fonctionnement du système nerveux, même si on n'arrive pas au niveau, même au niveau de base de la neurologie fonctionnelle de Carrick. Mais c'est toujours dans notre intention. Et encore, je voulais revenir sur ça parce que je pense que l'intention est essentielle. Et ça peut paraître un terme un peu abstrait, même genre ésotérique même. Mais je veux dire, si quelqu'un te fait un massage, si l'intention est il y a une intention sexuelle derrière, ça va changer la façon de mettre tes mains, ça va changer aussi les techniques et ça va changer aussi l'énergie, exactement. Quand tu fais un ajustement, tu peux utiliser une technique très similaire à une manipulation ostéopathique, par exemple, ou par exemple aussi si c'est une technique plus douce, ça peut ressembler des techniques qui travaillent sur les fascias, comment on dit en français? Sur les fascias. Les fascias. Et par contre, ce qui est très clair, c'est que ton intention ne va pas être la même. Quand tu es chiro, tu as toujours une intention de arriver au système nerveux. On peut l'appeler intelligence innée, on peut l'appeler système nerveux, mais la base et l'intention est la même, à mon avis. Parce que quand tu prends ta voiture, si tu as l'intention, par exemple, d'aller à Madrid ou d'aller à Paris, c'est pas le même chemin. Exactement. Et il n'y a rien d'ésotérique à te dire j'ai l'intention d'aller à point A au point B. En fait, exactement. Le trajet va être différent et tu visualises le trajet de façon différente. Exactement, c'est vrai. Il n'y a rien de mais je comprends qu'il y a des gens qui... Tu as le même véhicule, tu utilises tes mains aussi, tu utilises la voiture. Mais par contre, voilà, le chemin est différent, l'intention est différente, ta présence est différente, etc. Ouais. Et tu penses que c'est important pour qu'une école chiropractique ait un directeur qui soit chiropracteur? Oh, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer ici dans une... Tiens, je viens de me rendre compte le piège qu'il y a derrière, et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que... un piège parce que tu peux avoir ton propre opinion, mais ça ne veut pas dire que tu parles en tant que... Et en même temps, je peux te dire... c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on cache des trucs. Je m'entends très bien, par exemple, avec des directeurs très bien d'écoles universitaires en Europe qui ne sont pas chiro. Il n'y a pas de problème. Et par exemple, notre directeur d'école, qui est Ricardo, il est chiro et médecin. Je trouve que ça lui donne un dualisme qui est très très intéressant par rapport à quand il faut donner une image plus officialiste et parler avec certains milieux. Il peut mettre le masque de médecin. Par contre, il est constamment, et c'est constamment présent, que sa profession est la chiro. C'est-à-dire, lui, il ne se présente jamais comme médecin. C'est un chiro, mais s'il le faut... d'ailleurs, je suis aussi médecin, et ça peut nous aider dans certaines conversations, etc. Voilà. Je pense que ça fait le poids aussi, particulièrement en Espagne, où il y a aucune loi qui nous protège. Par contre, si j'étais aux États-Unis où la chiro, t'es un doctor of chiropractic, je pense que c'est absolument pas nécessaire d'avoir cette double façade ou même les deux diplômes, quoi. Et je dirais pareil pour l'Angleterre et même en France, comme la chiro, même s'il y a déjà une loi qui, peut être mieux ou pire, mais il y a une loi qui protège les chiros, je pense qu'il y a encore un peu de parcours à faire pour que la chiro soit vraiment, ait une présence plus importante. Mais c'est important que la personne qui dirige l'école ait quand même une philosophie chiropratique derrière.
Ça, je pense que si. Je pense que la personne, cette personne peut être n'importe qui, au niveau professionnel. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que cette personne comprenne bien ce qu'est la chiro d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique, évidemment. Mais c'est clair que si cette personne ne comprend pas bien la base théorique, et dans cette base théorique, la philosophie est absolument essentielle, je ne suis pas sûr si elle va pouvoir défendre bien la profession. Et on peut avoir des chiros qui ne comprennent pas très bien la base théorique de la chiro. Par contre, on peut avoir des médecins, des patients chiro, des gens qui connaissent bien la chiro pour d'autres situations de leur vie, qui peuvent absolument vivre, défendre, comprendre et parler chiro. Exact, qui sont de très bons avocats. Donc, comme tu le dis toi, en fait, c'est pas important réellement la profession, mais c'est plutôt la philosophie qu'a cette personne vis-à-vis de la chiro, son opinion de la chiro, sa vision de la chiro. Tu vas pas me prendre parce que je suis vraiment diplomatique, hein. Moi je sais le faire. Mais en même temps, je pense que. Je pense qu'il faut être mais tu as un bon point aussi, hein. C'est-à-dire, c'est important que la personne qui est à la tête d'une association de chiro, d'un colegio de chiropracticos, qui serait le corps officiel en Espagne, ou d'une école de chiro, sache défendre bien la profession. Pour défendre la profession, il faut connaître les aspects scientifiques, évidemment, mais à mon avis, il faut surtout connaître les aspects historiques, théoriques et philosophiques qui nous ont fait arriver au point où nous sommes de nos jours. Il faut aussi se rendre compte que la chiro est dans une position, je ne vais pas dire que la position est très très bonne dans beaucoup de pays en Europe, mais qui est en tout cas beaucoup mieux que d'autres professions similaires. On va prendre l'exemple de l'ostéopathie, qui n'a pas su préserver les principes à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau de la politique, au niveau de la philosophie. Et on a par exemple l'ostéopathie en Espagne qui est sur le point de devenir une spécialité de la kiné. Dans ce sens, la chiro, elle a su maintenir les principes, l'identité. Et je pense que c'est important de préserver cette identité si on veut continuer à être une profession forte, indépendante dans le sens où on ne devient pas une spécialité d'une autre profession. Sans, évidemment, ça ne reste pas d'importance aux aspects scientifiques. Bien sûr, mais il faut vraiment connaître la théorie, les principes, la philosophie. Savoir les trois. Et savoir utiliser les trois, exactement. Et justement, tu es président de l'association espagnole. Comment tu vois l'évolution de la chiro en Europe dans les prochaines années ? C'est une question aussi difficile. J'aime les questions difficiles. Et c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est difficile, pas tellement parce que la situation en Europe soit compliquée, je pense qu'elle l'est, mais aussi parce que je pars d'un point de vue où la situation en Espagne est vraiment pas très facile du tout. Où on n'a aucune loi, on n'a pas de protection pour le diplôme, on a la reconnaissance de l'ECCE, mais par contre en Espagne on n'arrive pas à avoir une reconnaissance de la part du gouvernement, et là on est en train d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, mais par contre on n'arrive pas à avoir un bon résultat, pas pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pas l'intention d'avoir une opinion très forte par rapport à ce qui se passe en Europe. Mais il y a une tendance très claire, c'est-à-dire le sud d'Europe, on va dire, d'une façon générale, avec l'ouverture prochaine LIFE à Rome, avec ce qu'on a en Espagne, Madrid et Barcelone, et aussi un peu ce qui arrive en France, surtout au niveau professionnel, c'est de voir la chiro d'une façon très différente à ce qui se passe au nord d'Europe. En même temps, au nord d'Europe, la chiro est beaucoup plus installée, est beaucoup plus acceptée, reconnue, et il faut savoir apprécier ça aussi. Il faut savoir dire, bon, ils ont fait un très bon boulot dans ce sens. À mon avis, et je ne sais pas ce que le temps dira, le temps va voir si j'ai raison ou pas, mais je pense qu'on peut faire mieux et on peut préserver davantage notre identité et encore rentrer dans le système et être reconnu, avoir une reconnaissance officielle et aussi que le public connaisse ce qu'on fait. Est-ce qu'il vaut mieux être reconnu comme chiropracteur à part entière ou est-ce qu'il vaut mieux être reconnu comme chiromédecin, c'est-à-dire une sous-branche de la médecine qui peut être... C'est ça c'est dangereux. À mon avis, c'est très dangereux. On peut voir... j'aime pas faire des comparaisons avec d'autres professions, mais c'est vrai que le parallélisme avec l'ostéopathie est évident. Aux États-Unis,
L'autre jour, je rentrais sur la page de Wikipédia de ostéopathie, ou non, Doctor of Osteopathy, le diplôme. Et même sur la page de Wikipédia, ce qu'ils disent, bon, c'est une spécialité de la médecine, où de plus en plus d'ostéopathes après font des spécialités en médecine, chirurgicale très souvent, et que la plupart d'ostéopathes aux États-Unis ne font plus de manipulation. Ils font plus d'ostéopathie, hein, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire, si on veut que la chiro continue, ou que le chiro continue à faire de la chiro dans le futur, il faut vraiment regarder ce qu'on est en train de faire, et je pense que c'est dangereux d'aller dans une voie où on est une spécialité, où on fait partie de la formation en médecine. Ou c'est encore pire, hein, c'est pour ça que je te disais avant, je parle d'une position qui n'est pas la meilleure, parce qu'en Espagne, et on va en parler avec les Espagnols à l'association très bientôt, on a eu des réunions avec une dizaine d'universités pour voir si vraiment le diplôme peut être reconnu au niveau officiel, parce que ça, on ne peut pas le faire depuis El Escorial ni depuis Barcelone. Et la réponse qu'on obtient tout le temps, c'est oui, si vous voulez être une spécialité de la kiné. Et c'est absolument, il n'y a pas question, et même il y aura peut-être des kinés espagnols qui vont tomber et voir cette vidéo, et c'est quelque chose, on peut dire sans pudeur, parce que ça n'arrive nulle part dans le monde, ce n'est pas une bonne solution, c'est deux professions qui, séparées, peuvent travailler très très bien. Travailler très bien, ouais, mais que par contre, il y a vraiment pas suffisamment de bases communes pour même argumenter cette position. Mais en ce moment, c'est comme les autorités en Espagne voient notre futur. C'est à nous de changer ça. C'est notre travail, c'est pas un travail facile. Et en même temps, je vais faire une confession. Si je devrais choisir entre être une spécialité en médecine ou en kiné, je dirais peut-être plutôt en médecine. Mais en tout cas, je pense que les deux sont des voies dangereuses pour le futur de la profession. Je veux dire que c'est un suicide. Un suicide identitaire. Ouais. Et bon, on va voir ce qui se passe aussi en Europe, parce que on sait qu'il y a deux écoles qui ont commencé cette voie, et je pense que c'est deux écoles au niveau de formation très forte. Ils ont une formation de qualité. Par contre, il faudrait voir si cette formation est aussi de qualité en ce qui a à voir. Il y a deux écoles en Europe qui ont commencé qui suivent cette voie-là. C'est des sous-formations de médecine, ou qui sont on va dire où les premières années, ce qu'on appelle en Espagne el grado, les premiers 3 ans en général, se font en commun avec la médecine. C'est au Danemark et à Zurich. Okay. Et bon, je te disais, c'est au niveau académique, j'ai l'impression, j'ai vu leur curriculum, je connais un peu des étudiants des deux universités, je pense qu'au niveau académique, c'est excellent. Mais il faut voir si le niveau académique est aussi excellent en ce qui a à voir avec les matières, les sujets chiroprathiques. Et je pense que c'est pas évident, c'est pas facile. Tu vois, j'essaie d'être diplomatique, mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit la meilleure voie pour la chiro en Europe. On va voir comment ça évolue. Mais justement, quelles sont les contraintes d'être directeur d'une école chiropratique? Parce qu'on est souvent dans la critique facile, non? Ouais. Depuis l'extérieur, mais quelles sont les contraintes Écoute, moi j'étais directeur seulement de la partie clinique, qui est, je pense, une des parties les plus importantes, parce que c'est là où les étudiants vraiment deviennent des professionnels, non? Mais évidemment, quand tu as une position au niveau académique, à tout moment, tu dois essayer de préserver cette identité académique. Et ce n'est pas évident, parce qu'on a tous des opinions. Et on a des opinions qui ne sont pas toujours fondées sur des arguments académiques ou scientifiques. Et je pense que c'est normal. On essaie de nous faire entrer dans ce modèle où tout est scientifique. Mais je pense que pas tout est scientifique. Tu peux avoir des opinions, tu as des sentiments, tu as des émotions qui sont aussi importants dans la vie, qui sont, j'aimerais dire, beaucoup plus importants dans la vie. Mais bon, comme nous sommes dans cette période de evidence-based, où même, je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand tu vas manger, tu devrais manger evidence-based du coup. Tu peux pas faire des diètes qui sont attirantes pour toi, ou tu peux pas manger d'une façon ou d'une autre, parce qu'il faut manger selon ce qui est bon. Ce qui est bon scientifiquement. Et il y a un moment où tu as l'impression où il n'y a pas vraiment on n'a pas réservé une partie de notre vie pour toute la partie émotionnelle, toute la partie intuitive. Et quand tu es directeur d'école ou directeur de clinique dans une école, tu dois essayer de préserver cette identité, mais en même temps, la formation a aussi ton influence.
qui ne peut pas être absolument académique, absolument scientifique. Il faut vraiment, je pense qu'il faut essayer de préserver cette partie académique, cette partie scientifique, mais se rendre compte aussi que les chiro qui enseignent, nous sommes en train de transmettre comment est-ce qu'on dit en français, un legado, legacy. Un héritage. Un héritage qui vient de très loin, qui nous permet d'être où nous sommes aujourd'hui. Et en même temps, c'est cet héritage, je pense, ça c'est mon opinion, qui nous fait avoir un degré si important de satisfaction entre nos patients. Nos patients, ils aiment bien ce que nous faisons, ce que nous offrons comme chiro. Ils ne veulent pas un kiné qui fasse un peu de manipulation. Ils ne veulent pas un chiro qui commence à donner des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires, parce qu'ils ont déjà ça. Ouais. Ils ne viennent pas nous voir pour retrouver la même chose qu'ils ont déjà vu qui ne marchait pas pour eux. Ça marchait peut-être pour retrouver un soulagement de la douleur, etc. Mais quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils cherchent quelque chose d'autre. En même temps, c'est mon opinion, mais on a des opinions aussi. Même nous, les académiques et les politiciens en chiro, je pense que c'est important de préserver ces opinions, mais aussi savoir les argumenter. Pourquoi ce que nous pensons de cette façon-là. D'avoir une base derrière et pas seulement, pas seulement des croyances, mais des opinions. Peut-être, surtout une fois que notre profession ou notre obligation, pas tellement professionnelle, mais occupationnelle, se base dans le fait de transmettre de l'information. Alors il faut voir si cette information est trop sesgada en espagnol, biased. Je sais pas. Ouais, c'est trop intéressé, disons, qui a un point de vue trop subjectif. Okay. Trop, je dis trop parce qu'en même temps, je ne crois pas à l'objectivité. Moi, je ne pense pas que nous sommes des objets. Je pense qu'il faut être subjectif, mais il faut le reconnaître quand nous sommes subjectifs. Et il faut souvent faire l'exercice d'essayer d'être objectif. Faire l'exercice d'essayer, c'est déjà quelque chose, parce que nous sommes humains en même temps. Tout à fait. On va terminer cette entrevue avec une question. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes étudiants qui sortent à l'heure actuelle de l'école, peu importe l'école dans le monde, et qui souhaitent commencer leur cabinet? Quel conseil, ou justement des étudiants, quel conseil tu pourrais leur donner? Moi, je vais regarder à la caméra cette fois parce qu'on n'a pas. Je pense qu'on n'a pas trop fait l'effort de. On était trop dans la conversation ici. On vous aime beaucoup, on vous aime beaucoup. Mais surtout à vous, étudiants, que vous êtes dans cette situation qui est parfois, ça donne la trouille parfois. Hein. Tu finis les études, tu es dans un milieu qui est vraiment hyper protégé. Je pense l'école de chiro, on fait ça, c'est bien de protéger nos étudiants, de leur faire grandir et augmenter leur niveau de connaissance dans une espèce de bulle qui nous protège de l'extérieur. Je pense que c'est important de préserver ce sentiment, cette sensation que vous avez en ce moment, pas la trouille, mais la sensation de protection, d'être dans un milieu friendly, amical, dans un milieu où vos croyances et votre façon de voir la vie, la santé, la maladie est partagée par des collègues. Je pense que ça, il faut le préserver une fois qu'on part dans le cabinet. Et pour le préserver, c'est très important de maintenir des connexions avec vos collègues. Très souvent, les chiro, nous devenons un peu des îles. Des ermites. Et des ermites. Des îles aussi, j'aime bien. Des îles dans un océan, et on a l'impression de devoir faire nos batailles tout seul, tous les jours avec nos patients, tous les jours dans nos cabinets. On n'a pas vraiment une bonne connexion avec le reste. La plupart de chiro ne veulent pas se mêler trop de la politique parce qu'ils trouvent ça emmerdant, ils trouvent qu'il y a trop de conflits entre les chiro, et ils ne comprennent pas au conflit. Mais je vous demanderai d'essayer de préserver cet esprit qui est présent dans tous ou dans la plupart des écoles de chiro, cet esprit de famille, cet esprit de protection. Je pense que si nous perdons ça, nous n'avons pas trop de chance d'évoluer comme profession. Et je vous demanderai de rester attaché à la famille de chiro.
pour rester attaché, voilà, il faut maintenir des communications avec vos collègues, si vous débarquez dans une ville, allez visiter tous les chiro, surtout faites ça, allez visiter les cabinets, allez leur dire je suis nouveau ici, je voulais me présenter, je travaille comme ci, comme ça. Sûrement il y aura des chiros qui prendront ça bien, ou si on a beaucoup dans vos coins, ils vont pas le prendre si bien, mais de toute façon je pense que c'est un super bon geste de votre part. Et ça vous aide à établir une relation qui est vraiment très très importante. Et après, participez à tout ce qui se passe dans votre école. Il faut pas, même si parfois à la fin de la formation, on a un peu envie de ne plus entendre parler de l'endroit où on a fait nos études. C'est dommage quand même. C'est un peu dommage. Et il faut maintenir un lien. Il faut le faire parce que vous êtes le miroir dans lequel les étudiants, même les professeurs, devraient se regarder pour savoir où est-ce que la profession devrait évoluer. Et dernier conseil, mais c'est dans le même sens, participez aux associations. Même si vous n'êtes pas dans le genre très outgoing, vous n'aimez pas, vous mêlez trop, participez trop, vous emmerdez trop, mais c'est important d'être conscient de ce qui se passe, d'être bien informé et à des moments déterminés de donner votre opinion, donner votre input, soit en votant ou en faisant une donation pour un projet ou un autre, mais vraiment participer dans la profession. Nous sommes tellement peu que sans la force de chacun d'entre nous, ça serait difficile que la profession continue à évoluer comme elle doit évoluer. Je suis sûr qu'elle va le faire parce qu'il y a des étudiants qui sont magnifiques et comme vous êtes le futur, je vous demanderai de vraiment investir votre futur pour la profession qui va vous donner beaucoup et comme la profession va beaucoup vous donner, il faut vraiment donner un petit peu en échange. C'est ce que je vous demanderai. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Jean-Romain. Il conclut, il fait tout. Jean-Romain. C'est un super président, c'est un super directeur. C'est une super opportunité. Alors, j'espère que cette vidéo va péter Internet. Alors, faites tout péter. On compte sur vous. Merci Carlos. Merci beaucoup. Au plaisir. Ouais. Et à une prochaine fois. À bientôt. Ciao. Ciao.